Ouais, 2020, 2020, les joies du live stream. les autres du live stream et Voilà, la voilà. puissance du digital. C'est là, nous sommes pas sous la 5G ici. Ah, c'est dommage parce que je vois qu'il y a 10 personnes qui nous regardent en ces moments. C'est pas mal, ça coupe un peu, mais apparemment ça va un peu mieux. Euh, Donc voilà, donc je vais continuer. Donc je vais poser quelques questions. Déjà, je te remercie de participer à cette édition. Avec plaisir. Et hâte de voir ton projet au château bientôt. Donc, euh, donc Samba de la Muerte, c'est en plus ton projet perso, c'est toi, Ouais, même s'il y a ouais, plusieurs personnes qui participent. ouais, c'est un projet que j'ai commencé il y a 8 ans maintenant, je crois, à peu près en 2012, quand je jouais dans Concrete Knives, un groupe d'indie pop. Et, euh, et c'est un projet qui a évolué au fur et à mesure des années, qui était très folk à la base. Et puis j'ai mis un peu de musique électronique au fur et à mesure dedans, tout en restant dans un format assez pop en fait. Et voilà, c'est un projet qui est nourri un peu par toutes les influences que j'ai et qui synthétise un peu tout ça et tout ce que j'ai pu faire jusqu'ici. D'accord. Donc ça a beaucoup évolué. Ça veut dire qu'au départ, c'était, j'imagine, juste toi. Maintenant, vous êtes combien sur ce projet? On est quatre sur scène en live et on compose un peu ensemble. Ça dépend des morceaux. Je travaille beaucoup avec le batteur qui s'appelle Philippe Boudot, surtout, en fait, moi, je bosse beaucoup chez moi dans mon studio, enfin, qui est là. Et, euh, et puis, quand j'ai des idées de batterie, de rythme, souvent, je prends des samples que je trouve. Puis après, je demande à Philippe de les retravailler chez lui. Et puis après, on répète les morceaux ensemble pour l'enregistrement ensuite. Et après, pour le live, on réarrange ça à quatre avec un bassiste et un claviériste. Puis moi, je fais du clavier et je chante. D'accord. Mm. Ok, donc pour ceux qui connaissent pas Samba de la Morte, donc on va vous passer une petite vidéo avec Ouais. du live justement. Donc, restez avec nous. J'espère que Facebook va pas nous couper. Hop. Non, je suis là, je vous autorise. Ok, donc on a l'autorisation, hein. Voilà, écoutez avec nous Samba de la Morte en live. Au hasard ludique à Paris. Mais ouais, ça fait bizarre. J'ai envie de tourner quand même. Tous au début, donc les musiciens que te suivent en live, la création et les enregistrements des albums, c'est ça, tout à fait. Ouais, bah notamment ce morceau qu'on vient d'entendre qui s'appelle Side by Side ou sur l'album Life with Large Opening qui est sorti en 2019 en septembre et c'est un des morceaux où on a vraiment fait tout ensemble. Il y en a deux sur cet album-là et celui-ci on l'a travaillé pendant plusieurs jours et semaines et on l'a enregistré en live justement et j'en suis super fier de ce morceau qu'on a fait tous ensemble. Je l'aime beaucoup. Ok. C'était un super moment d'enregistrement. Là, on l'a enregistré en pleine nuit. Là, on voit que c'est très énergique sur scène, mais on était tous assis, tout doux, à essayer de jouer le plus doucement possible. Et c'était un super moment. On a fait ça au tapis vert, dans un lieu qu'on aime bien. C'est dans la forêt, dans l'Orne, D'accord. en Normandie. Et ce morceau-là, il est présent dans ton dernier album? Et il n'est pas dans le Landmark qui est sorti en juin, il est sorti sur Life with Large Opening qui est sorti en 2019, un an avant. D'accord. Mm. Donc, Landmark, justement, cet album qui a sorti en juin dernier.
C'est ton Ouais. dernier, c'est le cinquième, c'est ça? C'est disons le 3. Je sais pas trop si c'est un album ou un EP, mais c'est plutôt une mixtape. J'ai appris qu'on pouvait dire mixtape maintenant. Genre, c'est les morceaux un peu face B. Donc, c'est un peu c'est la face B de Life with Large Opening. C'était des morceaux que j'avais pas mis sur l'album et qui restaient un peu, qui étaient un peu restés de côté, mais que j'avais envie de sortir. Et puis, j'ai composé un autre titre pendant le confinement en mars, et ce qui a donné un peu une bonne architecture au disque, et il a pu exister de cette manière-là. Donc, il y a 8 morceaux, je crois, dont Tout à des fait. interludes, des petites. Justement, il y a un petit morceau que j'ai enregistré qui s'appelle Jam 777. Ah, justement, j'avais une question sur ce Et, morceau-là. et, en fait, ça, c'est un truc, enfin, c'est un titre que j'ai enregistré avec mon téléphone portable. C'était une jam pendant une répète, en fait, justement, avec les musiciens. Et c'est un petit bout, c'est une petite loupe, en fait, que j'ai mis en boucle pendant 1 minute et que j'ai retravaillé avec des effets dans live. Tout à fait. Donc, pour ceux qui nous suivent, donc vous voyez la pochette de l'album. Donc, Landmark, sorti cette année par le label Nowadays. C'est le même label de Fakir et plein d'autres personnes super intéressantes. Mm. N'hésite pas à regarder. Donc, justement, sur cette morceau, Adrien, j'ai écouté tout l'album hier. J'ai plein de petites questions sur cette morceau. Donc, Jam 77, on a vraiment cette impression que c'est un jam, que c'est un micro ouvert, qu'on Mm. entend quelqu'un qui joue aux côtés. Il y a, en plus d'être un petit interlude comme ça, on a vraiment cette impression que c'est quelque chose d'improvisé, qu'on a toute cette ambiance d'être avec le musicien qui joue aux côtés. C'était ça ton Ouais. intention? Bah, ouais, j'avais vraiment envie de. Ça fait longtemps, j'utilise beaucoup mon téléphone comme mémo, quoi, pour enregistrer des idées, des sons, et parfois des répètes, des jams. Et souvent, on essaie celle-ci, cette jam-là, on avait essayé de la recréer pour faire un morceau, mais on n'a jamais réussi à retrouver cette énergie qu'il y avait à ce moment-là, et puis cette symbiose. Et donc, j'ai vraiment voulu la mettre dedans. Je me suis dit, tiens, je vais oser, ça marchera peut-être celui-ci. Et puis, c'est vrai que j'en entends beaucoup parler. Il y a quelque chose de très. Ouais, comme ça, on était à côté de nous dans notre local de répète, et j'aime bien ce son-là. Et les téléphones sont de mieux en mieux pour enregistrer. Donc, c'est C'est parfait. marrant ça justement de savoir qu'il était enregistré avec mon téléphone. Ouais. J'ai une autre question aussi, j'ai remarqué que tu t'aimes beaucoup ton Sennheiser 441, ton micro, je le vois partout dans tes réseaux sociaux. C'est vrai Ouais. ou tu l'utilises Ouais, là, en beaucoup? plus, il est à mon ingé son, qui s'appelle Nicolas. Ah, Et il me l'a prêté depuis bien trop longtemps, je pense. Et j'essaie de lui racheter. ouais. Et oui, j'adore. Là, je l'ai chez moi. Il est juste derrière moi et il est toujours branché. Et ça me permet de faire des essais de voix assez rapidement. Et je l'aime pour enregistrer mes claviers aussi. Je le mets tout le temps. Enfin, en fait, je peux tout faire avec ce micro-là. Je peux montrer. Je sais pas si Oui, vous. je montre Ah ici en bah, il est là, direct voilà. aussi. Oui, en plus, oui, il était. Il est très beau en plus. Oui, il est super beau. Il a cette petite côté vintage. Mm, Voilà, ok. En parlant de micro ou d'autres pièces favoris, t'es sur Ableton apparemment depuis longtemps, depuis le début du projet, c'est ça? Ouais, même avant. Je me souviens enfin, je me souviens plus, je crois que c'était Ableton Live 5, je crois, j'avais une démo sur un CD, je sais pas, d'un magazine de musique, ça devait être, j'avais dû avoir une sorte de démo, donc j'ai commencé à écrire de la musique, je devais être au début du lycée, peut-être en seconde, avec Ableton. Et je me souviens, je faisais des morceaux et je pouvais pas les enregistrer parce que c'était une démo. Donc à chaque fois, il y a plein de trucs que j'ai dû faire, je me souviens plus, mais qui ont disparu. Je faisais ça dans ma chambre. Donc c'était mes débuts de musique assistée par ordinateur. Après avoir eu Audacity, je pense, pour enregistrer des trucs, mais il y a eu Live après. Et puis depuis, bah ouais, jusqu'à Live 10, j'ai pas le dernier. Ok, ouais, le dernier, il Mm. n'est pas encore sorti, il sort en février si je ne me trompe pas. Ah, il est pas Euh, sorti encore. Ok, ouais, j'ai fait un je petit croyais qu'il était spoiler sorti. là, donc sur Ah, notre prochaine rencontre, Ableton User Group 78, donc notre prochain live stream, ça sera justement sur le nouvel Ableton Live 11, qui n'est pas encore cool. sorti. Et l'artiste invité, ça sera Clément Varieras,
si vous connaissez son projet, il est super sympa. Restez avec Ok. nous pour la prochaine édition. Oui, voilà, donc Adrien, Ok, Sway Button, ça fait pas mal de temps. T'as commencé comment sur la musique? T'avais un instrument, tu jouais de la guitare, c'était... J'ai 11-12 ans. Parce que j'adorais les groupes où il y avait des cuivres. Et j'avais pas trop su si je prenais le saxophone, la trompette, que j'ai commencé à... Mon dernier album, il a des super arrangements de cuivre. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Bah, voilà, j'utilise ma... J'ai pas de son de trompette, mais j'utilise plus pour les effets. Et, et sinon, exemple de solo, de saxophone. Tu m'as dit tout à l'heure. Bah bah là, suite en plus à ce que je disais, le sampler, j'aime bien. De Ableton. Je peux souvent là, j'ai fait pas mal de remix récemment et je prenais toute la partie de voix que je mets dans le sampler, puis après je peux le rejouer avec mon clavier MIDI. Je prends juste une petite partie, un A, O, et puis du coup, je peux faire rejouer des mélodies avec la voix en la pitchant, donc ça donne quelque chose d'assez original. Et puis on peut très vite trouver des textures un peu bizarres, quoi, même avec des batteries, avec des pianos. Et j'aime bien j'ai découvert ça parce que je me demandais comment faire et je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps en fait. Parce que je suis beaucoup. J'adore Ableton pour découper, pour vraiment faire un travail d'édit et enregistrer, mais j'utilise très peu de VST ou d'instruments de software en fait. J'ai beaucoup de hardware, enfin de clavier chez moi dans mon studio. Et ce qui fait que je découvre un peu plus lentement, je pense, que des personnes qui sont vraiment à fond sur tous les devices de Ableton. Ok. Donc, on arrive bientôt à la fin. J'ai juste une dernière question. J'avais marqué aussi, j'avais regardé un peu tes réseaux sociaux hier. Donc, tu as un petit souci. On parlait de confinement tout au début. Tu étais censé être joué au South by Southwest si c'était annulé, c'est ça? Ouais. C'était comment cette Et ben, expérience? on devait jouer je sais plus, le 18 mars ou le 19 mars à South by Southwest. Et avant ça, la semaine d'avant, on était en tournée au Mexique. Donc, on est parti de France le 5 mars. Le moment où ça a commencé à être un peu bizarre, cette histoire de virus, mais où tout le monde commençait à comprendre un peu ce que c'était, mais en même temps, nous, on était un peu plus focus sur notre tournée, donc on est parti et on a atterri au Mexique le 6 mars. Et, et puis on a appris que le festival South by Southwest était annulé peut-être un jour plus tard, donc on a été un peu déçus de ne pas pouvoir aller aux États-Unis. Mais on a pu faire nos dates à Mexico et dans d'autres villes au Mexique. Donc on a passé une super semaine là où en France ça commençait à être un peu, et en Europe ça commençait à être un peu compliqué. Au Mexique, ils ont eu le virus un mois plus tard. Donc nous, on a eu un peu de sursis où on a pu profiter. Moi, je suis revenu plutôt heureux. Et du coup, le confinement m'a moins gêné peut-être que certains parce que j'avais pu profiter avec mes copains d'une tournée. Donc c'était plutôt agréable. Mais ouais, on n'a pas pu faire les États-Unis. Donc on va repousser ça à peut-être pas 2021, mais 2022. On retentera l'expérience. Ok. Ils ont changé. En parlant de futur, de projets à venir, est-ce que tu as quelque chose déjà à montrer? C'est compliqué maintenant, j'imagine, mais est-ce que tu as déjà des De, projets dans les jours aux mois qui viennent? bah, qu'est-ce que je fais? Là, comme je disais, je fais pas mal de remix. Il y en a qui vont sortir bientôt pour un groupe qui s'appelle Days in Orbit, qui est parisien. Ah, Un on groupe. connaît bien, ils ont déjà été en résidence chez nous aussi. Ah, cool. Tout à Et fait. ben voilà, ils vont sortir un EP ou un album de remix bientôt. Moi, je viens de sortir vendredi dernier un EP de remix autour du titre Motec avec plein d'invités. Colin Marianne, Zenzile, Yolande Bashing, Zero Lex, il y a plein de super musiciens qui ont remixé mon titre Motec. Et donc il y a une dizaine de titres et chacun
ont repris, retravaillé le titre et c'est hyper intéressant le résultat. Et puis par la suite, je prépare mon nouvel album en ce moment même dans ce studio. Ok, mais parfait. Donc, je vais juste voir si nous avons des questions ou des personnes qui voulaient parler, poser quelque chose. Euh, non, apparemment non. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une dernière question à Samba de la Morte avant qu'on termine cette émission? Je remercie déjà des personnes qui ont nous suivi. Donc, Marielle, Mhm. Michel, Lise, Vivi Dupont. Voilà, on était pas mal, c'est pour cette édition. Je pense que pour le moment, comme personne ne se manifestait, je vais remercier Adrien. Merci beaucoup d'avoir participé. C'était un Merci à plaisir. toi. Hâte de te voir au château éphémère et voir les projets qui, que tu prépares. Ouais, bah, j'ai hâte de découvrir ce lieu. Ok. Avec avec plaisir. Donc voilà, Adrien. Donc merci à tous et on se voit dans quelques instants pour une petite présentation sur l'histoire de la musique dans le jeu vidéo. Merci, Adrien. À très bientôt. Ciao, Ciao. merci. Et bonjour tout le monde. Voilà, et bonjour tout le monde. Merci de rester avec nous. Je vois effectivement qu'il y en a des petites coupures de vidéo. Juste pour vous expliquer, la vidéo, en fait, n'a pas été trop lourde. C'est juste qu'avec le zoom et le stream en même temps, c'est un peu plus compliqué à gérer. Mais nous allons régler ça pour la prochaine séance. Merci beaucoup d'avoir resté avec nous. Merci beaucoup de regarder. Donc là, moi, je suis Bruno Tonien. Celui-là, c'est le Ableton User Group 78 organisé par le château éphémère. Normalement, nous sommes dans le château, mais Covid oblige. Pour cette séance, ça se passe en stream. Je suis chez moi. Et voilà, pour cette deuxième partie, nous allons parler un peu sur l'histoire de la musique dans le jeu vidéo. Je vais juste vérifier que tout est bon, que tout le monde nous regarde, que le live, il est bon. Hop. Donc, voilà, merci beaucoup de rester avec nous. Donc, je passe au mode présentation.
Voilà, voilà. Donc, vous le voyez avec la caméra d'ordinateur, c'est beaucoup plus simple à gérer maintenant. Je rapproche juste le micro comme ça. Hop, voilà, voilà. Donc, nous allons parler de la musique dans le jeu vidéo, mais surtout, de la musique des anciens jeux vidéo, de rétro gaming. Comment ça se passait, pourquoi ça sonnait comme ça, et comment c'était créé surtout. Donc, surtout cette sonorité qu'on entend dans les jeux vidéo, dans le rétro gaming, elle a une identité très précise qui ressemble beaucoup justement à ce qu'on entendait en une certaine époque. Ça veut dire... Hop. Donc, pourquoi ça sonne comme ça? Cette sonorité de rétro gaming, ça reproche beaucoup. Elle est très similaire à ce qu'on entendait, ce qu'on reconnaît comme la musique et l'identité des fameux des années 80. Voilà. Il y a une raison très spécifique, très simple, très précise à tout ça. Tout simplement, c'est parce qu'en fait, la musique qu'on entendait sur les synthés qui composaient les musiques de cette époque et la musique qui était créée et synthétisée pour des jeux vidéo, elle était faite de la même façon. Les fabricants, ils étaient plutôt les mêmes. Donc là, on voit un microchip, une carte Yamaha qui était utilisée en même temps dans une synthé et en même temps dans une carte son dans l'ordinateur. Donc je ne vais pas trop tarder sur cette partie. Je vais plutôt raconter l'évolution et d'où vient et d'où ça va l'histoire de la musique dans le jeu vidéo. Donc on commence voilà avec le premier jeu sonorisé aussi. Donc là nous sommes en 1972 et ça c'est le premier jeu vidéo. Ça s'appelle Pong. Et pourquoi il y a deux sons sur ça? Vous pouvez imaginer qu'en 1972 c'était pas évident de faire un jeu, même s'il est aussi simple. Donc il y avait la nécessité d'avoir des... Quand on voit cette image, il faut comprendre que le pixel blanc, quand il y tape chaque barre, il va rebondir sur l'autre direction. Donc les créateurs, ils ont trouvé une solution assez intéressante d'avoir un stimule sonore pour que la personne comprenne que le pixel il tape et revient dans l'autre sens. Donc c'est pour ça qu'on entend ça. Donc il faut imaginer qu'à ces niveaux-là, on ne pouvait pas tout simplement enregistrer un son et les charger dans le jeu. Il fallait le synthétiser, il fallait le créer avec du code, avec des impulses électriques, avec l'électricité tout simplement. Donc si on entend Pong, c'était ça. Est-ce que vous entendez? Hop. Voilà. Donc vous entendez ça. Vous voyez pas mon écran d'Ableton, mais c'est pas grave. Donc Pong, c'était surtout ça. Vous voyez, ça c'est pas du tout un sample, c'est pas du tout un son qui était enregistré. Ce sont des impulses électriques. C'était synthétisé avec du code. Là, c'est assez simple de faire ça maintenant sur Ableton, mais sur un jeu vidéo où vous avez une puissance, une mémoire super limitée, c'était pas du tout simple. Donc j'avance après Pong. Ah oui, tout à fait. Donc je voudrais tout simplement à chaque jeu, à chaque son que je vais vous montrer, on peut vous montrer comment reproduire ça sur les synthés d'Ableton. Donc là c'est très simple, hein, c'est un son. Donc une voice monophonique. Voilà, c'est le son plus simple qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on avance, et là on arrive 1978. Donc là nous sommes sur les Space Invaders. Comme j'ai parlé tout à l'heure sur Pong, le son c'était pas tout simplement juste pour rajouter quelque chose de sympa, pour que il avait une fonction très précise. En fait, le son c'était pas juste du son, c'était la psychoacoustique en fait. Là, on voyait sur Pong qu'il fallait donner l'intention que le pixel il tape dans la barre et il vient dans l'autre sens. Ici, sur Space Invaders, on a cette même idée psychoacoustique mais appliquée d'une autre façon.
qu'on entend la musique. Voilà, on entend ça. Ça sont des Space Invaders, ça c'est le son qu'on entend sous ces jeux. En fait, au fur et à mesure que les envahisseurs descendaient, ils s'approchaient de vous, il fallait avoir cette sensation d'urgence, cette sensation de peur que quelque chose n'allait pas bien se passer. Donc, comment on simule ça avec la psychoacoustique? Tout simplement, on augmente le BPM. Donc là, et après, vous voyez la différence, on a vraiment cette sensation d'urgence au fur et à mesure que les envahisseurs descendent, ils s'approchent de vous. Donc, je répète encore une autre fois. Et là, ça s'approche. Vous voyez qu'on n'est pas du tout encore dans la musique, on n'est pas du tout... On est loin de ce qu'on entend aujourd'hui, mais l'idée c'est vraiment ça, de jouer avec le... Pas les sentiments de joueur, mais on peut quand même... On est dans cette démarche de la psychoacoustique. Donc, comment simuler ça sur Ableton? C'est très simple, hein. Il faut juste argumenter le BPM de morceau. Donc, vous pouvez imaginer que là, on essaie de mimer les bâtiments de cœur, en fait. Plus ça s'accélère, plus on a cette euphorie, cette sensation d'urgence. Ok, ok. Donc, après, euh, là, nous sommes sur Pac-Man. Voilà, grand classique des jeux vidéo. Euh, Pareil. Donc, là, je voudrais rajouter en fait que Pac-Man, chaque jeu, quand il est normalement, euh, le, le, le fabricant a donné une interview en disant que sur chaque jeu qu'il travaillait, il avait un mot-clé pour développer le jeu. Donc c'était tuer, courir, cacher. Et sur Pac-Man, j'imaginerai jamais, le mot-clé c'était manger. Donc l'idée en créant ces jeux, c'était plutôt faire qu'un personnage il va manger. Donc très simple, on voit le personnage en jaune. Ici en bas, c'est tout simplement une bouche, hein. Et le son très caractéristique de Pac-Man, c'est ça. Voilà, Waka Waka. Donc, très simplement, comme simuler, mimer ça sur les buttons, comme on s'était fait aussi à l'époque, hein. C'est tout simplement un filtre qui va fermer et ouvrir. Donc, on peut simuler ça avec le LFO sur l'opérateur. Donc, c'est plutôt l'idée de simuler cette idée que la bouche du personnage, elle va ouvrir et fermer comme ça. Waouh, 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 waouh. Donc voilà, ça c'est comment on fait ça avec l'opérateur. Euh, je voudrais aussi préciser qu'à ces moments, le streaming il marche super bien apparemment, même si ma connexion elle est on continue avec la même vitesse. C'était vraiment le zoom qui bouffait de la bande. Donc, après Pac-Man, Donkey Kong. C'est très loin le Donkey Kong qu'on connaît aujourd'hui, hein. Euh, on voit, il était quand même le méchant à cette époque. Donc, c'était quoi? Euh, donc, sur ces jeux, il avait les, les objets qui tombaient, tout simplement, qui tombaient en- pour empêcher Mario de monter sous les escaliers. Et en fait, pour mimer le son de quelque chose qui tombe, là c'est évident aujourd'hui, mais en fait, il est tout simplement un pitch, un changement de pitch, de son. Voilà, ça c'est Donkey Kong. Voilà, c'est le son original de jeu, hein. Donc tout simplement, il est en pitch euh, qui descend et on a cette impression de vraiment l'objet qui tombe. Ok, ok, j'avance. Après, on a un jeu de tir de chasse, donc Duck Hunt. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'était un jeu qu'il fallait tirer tout simplement sur les pauvres canards. Et en fait, il y avait ces chiens là, le chien, et à chaque fois que tu ratais, le chien il rigolait. C'était ces sons là. Hop, on entendait ça. On est vraiment pas dans l'enregistrement de quelque chose qui rigole. Je précise encore à nouveau que ce sont des sons synthétisés. Donc ça, c'était pas du tout enregistré, c'était créé, c'était synthétisé avec du code, avec des courants électriques, voilà. Donc l'idée, c'était vraiment de
ces chiens-là, il allait rigoler quand tu allais rater ton tir. En fait, l'idée c'était vraiment que tu as envie de buter ces chiens, tellement il est chiant, il rigole de toi, il te moque et il se moque. Voilà, très bête, hein. En fait, comment faire ça? Pareil, on va jouer avec le pitch. Vous voyez pas en fait mon... je vais essayer. Attends. Voilà. Donc on va jouer avec le pitch. Si là c'était le son original, hein. Hop. Voilà. Le chien qui rigole. Et ça, comment synthétiser ça sur Ableton? Vous voyez. Si vous voyez là, ici, hein, regarde. Très bête, très simple. Ok. Hop. Je reviens. Là, on arrive sur Mario. On est 1985. Et là, mes amis, c'est probablement le son le plus connu, reconnu, imité et reconnaissable en fait, tout simplement, dans le jeu. Vous imaginez déjà quel son il est. J'ai plusieurs sons de Mario ici. Mais il y a un qui est... C'est le classique de classique. C'est ça. En fait, c'est quand Mario il prend une pièce. Pareil, c'est en son synthétisé. Il y a d'autres, hein. Je vais juste jouer très rapidement. Donc il y a ça et ça. Mais je vais quand même expliquer le son de la pièce. Celui-là, c'est comment c'était fait ça. J'y reviens parce que, en fait, quand j'ai découvert, j'ai trouvé ça génial. En fait, tout simplement, c'est deux notes, hein. Je pense que c'est marqué sous le PowerPoint. Non, c'est pas marqué. Je pense que c'est Sol et Do. Mais si vous voyez ici, hein. Pardon, là c'est très aigu. Donc là j'ai sur différentes tonalités, mais tout simplement en intervalle, hein, comme celui-là, avec une petite queue à la fin. Là c'est très grave. Voilà, vous voyez sous le push, hein. Donc, comment c'était fait ça? Donc vous voyez ici l'opérateur, donc on voit que c'est une courbe carrée avec on l'enrélise pour avoir cette sensation de son qui continue. Et voilà, ça joue surtout sur l'intervalle. Ok, ok. Donc, après ça, mes amis, on arrive. Hop. Castlevania 1986. Pourquoi j'ai mis ce jeu-là? Parce que en fait, nous sommes encore en train de travailler avec l'enveloppe. Sur Mario, on a vu la courbe, comme c'était construite. Il a, donc, il a le personnage, il a cette petite fée qui tape. Et pour mimer ça, pour créer la sonorité de fée, les développeurs, ils ont tout simplement mis un bruit blanc avec on attaque très lent. C'est ça en fait. Donc c'est tout simplement de bruit blanc avec un attaque lent. Il y en a vraiment cette sensation qui le fouet, il coupe dans l'air. Comme tout simplement quand on agite quelque chose très vite dans l'air et ça fait ces bruits là. Donc voilà, je répète, hein, c'est pas du tout un enregistrement, c'est pas du tout quelque chose qui était capté et enregistré dans le cartouche, c'est vraiment mimé et synthétisé. Donc voilà, ça c'est le son original. J'essaie de créer ma petite version ici. Hop. Si vous regardez, hein, je suis avec l'opérateur. Tout simplement, il y a quelque chose de très 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 basique. Donc, on continue. Mega Man 1987. Quel son on va mimer là? Quel son on va imiter?
C'était très... Il avait un son très... À chaque fois que Megaman mourait, qui tombait et qu'il explosait, on entendait ça. Voilà. En, en fait, vous voyez qu'il a cette sensation de réverb. On entend le réverb. Hop, pardon. On entend que le son est continu jusqu'à l'infini. Est-ce que, mes amis, est-ce que les développeurs, ils ont mis un reverb sur le son? Mais pas du tout, parce que comme vous pouvez vous douter, il n'avait pas de reverb. C'était tout simplement le synthé qui était joué, la note, plus forte, après, plus faible, plus faible, plus faible, jusqu'à qu'on n'entend plus. Donc, encore une autre fois, il simulait, il limitait avec le synthétisateur quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment avoir dans une cartouche de jeu vidéo. Une dernière fois, on entend le reverb de Megaman. Et vous pouvez voir que c'est quelque chose d'assez triste quand même. On est déçu qu'il meurt. Ok, ok. Donc là, on arrive finalement à des sons qui sont pas forcément synthétisés. Street Fighter, en fait, les personnages, ils avaient pour la première fois une voix. Parce qu'on pouvait déjà commencer à charger des sons. Parce vous pouvez imaginer qu'au départ, le son c'était quelque chose d'assez lourd. Et quand on construit son jeu vidéo, il fallait économiser. On ne pouvait pas charger tout ce qu'on voulait, même si on avait déjà la technologie. Ici, donc, on est encore en plus sur la même démarche. On peut charger en son, en sample, mais il faut quand même qu'il ne soit pas lourd du tout. Donc, les développeurs, ils ont trouvé le juste équilibre entre avoir une voix, que ça soit reconnaissable, mais avec une résolution très basse pour qu'il ne coupe pas la place dans la mémoire des graphiques et des autres choses qui étaient plus importantes, je jugeais plus important, pour le développement du jeu. Donc là, on a le fameux Hadouken, tout simplement. On connaît ça, on connaît, on a vu, on a déjà vu partout Hadouken. Donc c'est la première fois que le personnage a une voix. Donc tout simplement pour dire que le son il était réduit au max pour qu'on puisse avoir un son très léger, un fichier très léger, mais qu'on puisse quand même entendre et comprendre qu'est-ce que le personnage il va dire. Donc on voit que la qualité elle est très... On s'approche de la voix de robot ou quoi que ce soit. Si vous voulez imiter ça sur les buttons, c'est très simple. Vous pouvez avoir le bit réduction. Donc là, vous allez réduire la qualité et la résolution de son, en fait, pour faire de tout ce qui est musique de retro gaming ou des sons un peu très crunchy, très... C'est pas la distorsion, c'est vraiment la réduction de la... C'est un peu trop simple de dire la qualité, mais c'est vraiment ça. On va réduire la résolution du son, tout simplement. Ok, juste après, encore sur de jeux de combat, on a Mortal Kombat. Là, on a déjà quand même sur des jeux plus lourds, avec plus de mémoire, plus d'espace. Et là, on entend que la voix, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est Mortal Kombat. Tout simplement parce qu'on a plus d'espace. On peut vraiment avoir un son plus complexe, plus lourd, qui prend plus de place dans le cartouche, dans le jeu. Et là, en fait, avec ça, on commence à voir quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'au départ, c'est que la voix, il faut qu'elle soit vraiment interprétée. Il y a une interprétation, c'est pas tout simplement juste dire les mots. Parce que avant, l'idée, c'était presque... C'était inaudible, c'était très simple, très basique, s'approchait vraiment dans son utilisateur. Et là, on a quand même l'interprétation de la personne qui va dire. Il y a aussi la compression et l'édition, tout ça, on voit que le son, il est vraiment super comprimé. Je ne peux pas vous montrer la fréquence ici dans l'écran, mais c'est comprimé au max. Voilà, et tout ça joue sous l'interprétation. Ok, on continue. Doom 1993. Le son de Doom, c'était ça. Ok, et pourquoi c'est intéressant de parler de Doom, même si on est
c'est une qualité, quelque chose un peu plus basique on a entendu sur Mortal Kombat avant. Mais en fait, sur Doom, il faut comprendre que c'est un jeu en première personne. Ça veut dire que tu vas te balader dans cet univers avec ton pistolet comme ça. Donc, c'est très important que quand tu entends le monstre qui va venir te tuer, tu saches s'il est à droite ou s'il est à gauche. Donc, on commence à voir les spatialisations du son. Donc, si on entend le monstre à droite, on va se tourner vers la droite parce qu'on sait il vient nous chasser. Et si on entend le truc derrière nous, on va courir. Voilà, donc on commence à avoir cette spatialisation. On commence à poser chaque son dans le spectre, droite, gauche, en face, derrière. Parce que justement, c'est l'idée du jeu, c'est un jeu en première personne. On se balade dans un espace 3D. Donc voilà, comme vous pouvez faire, la spatialisation sur les boutons, c'est très simple, hein. Vous pouvez tout simplement mettre à droite, à gauche, ou utiliser en auto-pump pour que ça soit automatisé. Ok, on continue. Là, c'était déjà quelque chose que j'ai joué. 1996, Resident Evil. On est encore en plus sur l'idée de la psychoacoustique, en fait. Sur ces jeux-là, le son, il n'est pas merveilleux, hein, il n'est pas super sympa, il est quelque chose de très... Voilà, il n'y a pas une interprétation de ouf. Mais en fait, quand on fait un jeu avec un être qui n'existe pas pour de vrai, on ne sait pas comment ça sonne en zombie. Il faut l'imaginer. Donc, ils ont développé ce son qui c'est quand même le son caractéristique de tout ce qu'on connaît comme un zombie aujourd'hui, même si un zombie n'existe pas. Mais ils ont imaginé que c'était ça. Donc, si tu entendais ça dans le jeu, tu savais que c'était un zombie. Même si l'interprétation, elle est dégueulasse. Ok, ok. On avance. Pokémon 1996. Aussi, pourquoi j'ai mis ce jeu-là? Parce que tout simplement, là, on est revenu sur le Game Boy. Là, on était jusqu'à présent sur la PlayStation. Et sur le Game Boy, il fallait imaginer que les jeux, euh, ils avaient moins de mémoire parce que c'était des tout petits cartouches. Euh, le parleur, il était tout petit. Donc, il fallait vraiment simplifier quelque chose léger qui rentre. Donc, on est revenu un peu à l'idée de la base de tous les jeux qu'on a entendus avant. On est revenu encore sous les sons synthétisés et pas enregistrés, pas samplés. Donc Pokémon c'était ça, hein. Même si on a déjà la technologie pour faire des choses plus complexes, donc pour une Game Boy, il fallait vraiment synthétiser, faire quelque chose de léger. Chaque Pokémon il a un son, chaque action il a un son, mais tout est fait avec des synthétisateurs. Ok, là, après Pokémon, on arrive Final Fantasy. Vous allez remarquer que jusqu'à présent, tous les jeux et tous les sons qu'on a entendus, donc c'était des sons d'effets. On n'a pas du tout encore parlé de la musique. Donc j'ai mis Final Fantasy là parce que c'est un jeu tout simplement reconnu par sa musique, pas pour ses effets. Donc c'est un des premiers jeux qui commence à intégrer l'orchestralisation des morceaux. On a toujours cette idée de psychoacoustique. Donc quand on entend ça, c'est orchestré, mais c'est quelque chose quand même qui nous donne cette sensation qu'on a gagné, qu'on est victorieux, qu'on est bien. C'est... Voilà. C'est épique. Ok. Après ça, donc j'arrive à un des dernières. Tony Hawk. Donc Tony Hawk, c'était ça. Et là, on partage cette analyse en deux. Donc première, déjà d'abord les effets, qui on vient d'entendre. Donc les effets, c'était la personne, le développeur, en fait, c'était quand on entend ça à la fin, le personnage qui tombe.
Écoutez. En fait, tout simplement, le mec, il a vraiment mis en enregistreur, quelque chose qui ressemble un peu au Zoom qu'on a aujourd'hui, sur son skate. Il avait un jardin, il avait de béton sur son jardin, il faisait du skate chez lui. Et en fait, le son qu'on entend de personnages qui tombent, c'était vraiment le développeur qui tombait. Pour des vrais, c'était pas joué du tout. Euh, donc c'était vraiment ça, hein, c'était le field recording. On avait déjà des enregistreurs portables, il fallait accrocher avec du scotch sur une skate et il s'était plié. Donc ça c'est la partie sound effects. Par contre, ces jeux, il n'est pas juste révolutionnaire que ça. La importance de Tony Hawk, la musique qui est présente, c'était vraiment parce qu'avec ces jeux-là, il y a une scène de la musique californienne qui est apparue grâce à ça. Pour la première fois, on a des vrais artistes avec des vrais morceaux qui ont été licenciés pour faire partie d'un jeu vidéo game, d'un jeu vidéo. Et donc, il y a une centaine de personnes qui ont découvert un tout tas d'artistes à travers ces jeux-là. Il fallait préciser quand même que si tu vas développer un jeu et tu veux mettre la musique des vrais artistes dedans, tu vas pas aller chercher un Michael Jackson, tu vas pas aller chercher dans un gros label. Tu vas vraiment prendre des artistes de coin, déjà parce que c'est moins cher et parce que c'est plus simple. Il n'y a pas tous ces côtés légaux de licenciement, tout ça machin. Donc c'était vraiment de, d'indépendant. Donc ça a permis à tout un tas de personnes de découvrir des artistes indépendants de cette scène en Californie à cette époque, à travers un jeu vidéo. C'est pour ça qu'il est révolutionnaire, Tony Hawk. Donc là, on arrive à les années 2000, hein. Comme j'ai parlé au départ, on va pas forcément parler de tout ce qui est venu après. C'était plutôt des jeux, c'était de rétro gaming, des gens un peu plus anciens. Mais je voudrais quand même finir cette présentation euh, pour le dernier événement de musicaux dans un jeu vidéo que je trouve quand même super important et je dirais pas révolutionnaire, mais super intéressant. C'est voilà le concert sur Fortnite. Donc on a 12 millions de joueurs simultanés qui vont regarder un concert dans un jeu vidéo. Donc en temps de Covid aujourd'hui, sur les choses qu'on vit aussi en ces moments, ça sonne toujours super pertinent de voir qu'il y a 12 millions de personnes dans un jeu, dans un espace virtuel pour voir de la musique. On voit quand même un gros changement de comportements sociaux. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais je trouve quand même super intéressant d'imaginer qu'un jeu puisse rassembler autant de monde dans un seul événement qui c'est finalement un événement virtuel. Voilà, voilà, et là on termine cette présentation. Je voudrais remercier tout le monde qui a resté avec nous. Je vais vérifier maintenant les commentaires pour voir qui nous parle. Euh, voilà, je suis un peu en retard là. Hop. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc, il y a toujours 11 personnes qui nous regardent. Merci beaucoup à ces 11 personnes-là qui ont suivi jusqu'à la fin. C'était quand même une nouvelle aventure. Préparer cette live de chez nous, à distance. On essaye d'adapter tout ça, machin. Merci beaucoup. Et voilà, on se voit le mois prochain. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure avec Adrien Samba de la Morte, on va parler sur Ableton Live 11 et l'artiste invité, ça sera Clément Varieras. Vous allez voir très prochainement les événements apparaître sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre. Donc, quand j'ai dit nous, c'est le château éphémère, Ableton User Group 78 et moi. Donc, j'imagine que probablement vous voyez le vidéo en direct dans un de ces 3 pages-là. Donc, n'hésite pas à suivre les autres. Merci beaucoup et un bon dimanche. Ah, je suis sur cette caméra-là en fait. Merci beaucoup et un bon dimanche à tout le monde. On se voit bientôt. Ciao, ciao.